Donc, vous dire que nous sommes là pour une conférence organisée par le CODEF de la métropole, que la dernière conférence que nous avions organisée date maintenant d'octobre, qu'elle portait sur le travail avec Philippe Askenazi, et qu'aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Orfeuille sur la question des mobilités et des déplacements. Alors vous me direz, le thème n'est pas choisi tout à fait par hasard. Vous savez tout comme moi que cette question-là occupe le débat toulousain et métropolitain depuis déjà quelques mois, et que, évidemment, autour de la question de la troisième ligne de métro, la discussion a été vive et les positions qui se sont exprimées tranchées. L'objet de cette conférence, débat, n'est pas de revenir à proprement parler sur ce débat-là et sur cette question qui suit son cours, on pourrait dire, par ailleurs. C'est un peu de délocaliser le débat sur les mobilités. Et on a demandé pour cela à un des grands spécialistes français de ces questions, un grand sage sur les questions de mobilité, qui observe ces questions-là depuis longtemps, de venir partager au fond les réflexions qu'il a pu construire au fil du temps et dans la durée. Donc la demande que nous lui avions faite, c'est un peu de nous aider à prendre un peu de recul, un peu de distance, y compris par rapport au terme même du débat local, en nous aidant d'une part à mieux apprécier ce qui fait la qualité de la mobilité. Et on le verra peut-être que ce qui fait la qualité de la mobilité, ça n'est pas tout à fait, ou pas seulement, la qualité des infrastructures de déplacement, voire même la qualité des conditions de déplacement. Et on lui a demandé également de faire un peu de prospective. On est dans un temps de foisonnement de nouvelles pratiques de mobilité diverses. Ça vaut le coup de se poser la question de l'avenir de ces nouvelles pratiques de mobilité. Est-ce qu'elles peuvent devenir structurantes? Et si la réponse est oui, peut-être qu'il faut aussi appréhender la question de l'organisation des mobilités et la question des politiques de mobilité autrement que comme nous l'avons fait. Voilà. Donc Jean-Pierre ne parlera probablement pas de Toulouse. Il a travaillé sur bien d'autres terrains, en particulier sur la question ô combien complexe des déplacements des mobilités dans le Grand Paris. C'est intéressant aussi d'avoir le produit de ces réflexions sur cette situation qui n'est pas équivalente à la nôtre, certes, mais qui peut aussi nous apprendre. La règle de ces conférences débats, vous la connaissez. Nous avons 2 heures devant nous, pas tout à fait. Nous arrêterons à 20 heures pour respecter les conditions d'accueil à la médiathèque. Donc Jean-Pierre aura le temps de dérouler son propos. C'est intéressant que le conférencier ait le temps de dérouler son propos dans des sociétés de vitesse où on zappe, y compris sur les argumentations. Un peu de lenteur fait du bien parfois. Donc il aura le temps, mais nous aurons le temps aussi sur la seconde heure de pouvoir échanger, débattre, discuter ensemble. Jean-Pierre, je te laisse le micro. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est bien sonorisé, j'entends le retour là. Merci au CODEF de son invitation et à Marie-Christine, bien entendu, et merci à vous de votre présence. Bon, je crois que Marie-Christine a déjà un petit peu dit ce dont je ne parlerai pas, notamment d'enjeux liés à Toulouse. Mais la mobilité, bon, c'est une question simple de principe. Je suis
suis pas toulousain, je peux être vaguement au courant, mais je vois ça de loin. Et donc, je ne serais pas du tout dans mon rôle si j'entrais dans vos débats. Alors, le titre, j'ai à peu près gardé celui qu'on m'avait suggéré. Je dirais simplement qu'au-delà des déplacements, c'est peut-être de mobilité dont on parlera, et on verra que c'est pas tout à fait la même chose. On sera effectivement dans les espaces métropolitains. Mon projet ici, c'est pas du tout de vous dire ni ce qu'il faudrait faire, ni de proposer telle ou telle vision qu'il faudrait opposer à telle ou telle autre qui serait moins bonne, ni d'ailleurs de vous dire il y a le feu lac, péril en la demeure, il faut absolument tout changer. C'est plutôt qu'on prenne conscience que dès lors que l'on élabore des politiques de mobilité, il y a d'autres choses qui vont avec, hein, et qu'il y a des interrelations entre plein de domaines, et que d'ailleurs la relation va aussi en sens inverse quand on mène des politiques dans tel ou tel domaine. Eh bien, ça peut avoir des impacts sur les questions de mobilité. En bref, vous dire simplement que repartir un petit peu du credo qu'on a développé depuis longtemps dans une structure à laquelle j'ai contribué depuis sa création, hein, qui était l'Institut pour la ville en mouvement, et qui est de dire fondamentalement la mobilité n'est pas qu'une question de transport. La mobilité n'est pas... Ça va bien au-delà. Et pour le faire, alors oui, ce que je vous propose, c'est de nous organiser en 5 temps. Le premier, c'est de dire quelques mots rapides sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un espace métropolitain. La seconde, c'est, je crois qu'on a l'habitude de dire qu'on vit dans des sociétés de mobilité, mais c'est de voir ce que ça veut dire, et en particulier de voir qu'il y a, il y a effectivement des mobilités qu'on s'efforce de faciliter. Il y en a aussi d'autres que, consciemment ou inconsciemment, on limite. Et ça a des incidences sur la mobilité effective. Un troisième temps, peut-être un tout petit peu plus consistant sur juste vraiment ce qui me semble complètement indispensable de dire quand on parle de mobilité à un public qui n'a pas nécessairement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et depuis qu'il est tout petit, se serait intéressé à ces questions-là, et donc de transmettre un petit peu je dirais ce qu'on sait vraiment de sources sûres, hein, ce qui est important. Un quatrième temps qui est autour de cette idée de transition. Alors vous savez, la transition, il faut la faire dans plein de domaines, hein, dans le domaine de l'énergie, de l'écologie, mais on parle aussi, si vous allez sur des sites, vous verrez la transition mobilitaire. Bon, c'est un grand mot, hein, mais oui, c'est une espèce de conviction partagée que décidément le modèle de mobilité sur lequel on a prospéré, si j'ose dire, depuis une 50aine d'années, arrive un peu en fin de course et qu'il faut en changer. Alors, on essaiera de voir pourquoi. Puis enfin, effectivement, une partie un peu plus prospective autour de nouvelles solutions de mobilité. Alors celles qui s'imposent à nous parce qu'il y a des opérateurs qui font des choses qu'on n'avait pas prévues. On voit arriver des gens qui, avec des logiciels élaborés à San Francisco ou ailleurs, se mettent à nous proposer des services dans nos villes. Et puis des mobilités aussi nouvelles qui viennent peut-être plus, dont certaines viennent peut-être plus spontanément. Hein. On voit
temps en temps des gens avec des trottinettes, bon. Mais dont certaines, pour lesquelles j'ai la conviction qu'elles ont un fort potentiel de développement, alors qu'elles ne sont pas soutenues par des politiques publiques, et que donc, eh bien, oui, elles restent un petit peu dans l'ombre. Voilà pour le programme, la bande-annonce. Bon, Marie-Christine a dit qu'on avait le temps. C'est vrai, mais on n'a pas tout le temps non plus. Et comme je suis un peu lent, je l'autorise et je l'invite même à me rappeler que il faudrait que j'accélère quand c'est nécessaire. Bon, espace métropolitain, quelques mots pour vous dire, bon, les universitaires, ils se battent tout le temps sur c'est quoi une métropole, enfin ils ne se battent pas, mais ils proposent des tas de façons de voir la chose. Je vais vous dire, pour moi, bon, évidemment, il faut une grande taille pour être métropolitain. Pourquoi les métropoles aujourd'hui sont au centre, je dirais, de la réflexion ? Parce que ce sont des ensembles humains qui facilitent les échanges à la fois en interne dans l'espace métropolitain et avec le reste du monde, et que cette capacité d'échange, cet accès à la multitude, c'est une des conditions du développement aujourd'hui. Et donc, oui, en général, ça va mieux dans les métropoles que ailleurs. Hein. Et de ce point de vue-là, il faut se faire à l'idée que ça risque de continuer un certain temps. Enfin, c'est des espaces qui ne peuvent pas rester du tout à l'écart du monde, des évolutions de la société. Quand on parle d'enjeux sociétaux, ils sont souvent nés ou ils se sont résolus dans les métropoles. C'est enfin, je dirais, pour ce qui nous concerne plus directement, c'est un vaste ensemble humain et géographique, hein, où les interdépendances entre territoires et entre domaines de l'action publique, par exemple transport, logement, activité, sont de plus grande intensité qu'ailleurs. En bref, pour dire les choses simplement, ce qui se passe ici a des impacts sur ce qui peut se passer à 20, 30, 40 km d'ici, et la réciproque est bien sûr vraie aussi. Hein. Donc ce sont des espaces où il y a de fortes interactions. Hein. C'est aussi pour ça que parler uniquement de transport est un peu vain. Hein. Alors les villes en France, bon, je ne vous fais pas un dessin, c'est des espaces qui sont en expansion, mais qui sont difficiles à borner. Par exemple, quand on prend un concept comme celui d'agglomération urbaine et quand on prend un concept comme celui d'aire urbaine, il y a de grandes différences, surtout en termes de superficie, mais pas mal en termes de population. Et puis il arrive, dans certains cas, cet espace est plus ou moins gouverné par une intercommunalité. Dans d'autres, il y a plusieurs intercommunalités qui vont gouverner tout ça, et donc on est quand même un tout petit peu dans le flou. Enfin, c'est pas aussi bien dessiné qu'on pourrait éventuellement le souhaiter ou l'imaginer. Enfin, dernier point, n'oublions pas que ces territoires, et ça sera une constante chez moi, excusez-moi, mais en gros, je reviens toujours aux gens. Hein, les espaces métropolitains, ils sont ce qu'ils sont, mais il y a surtout et avant tout dedans des métropolitains. Je dirais que là-dessus, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que nous avons indiscutablement une augmentation forte du niveau culturel, du niveau éducatif de la population, mais qui ne se traduit pas nécessairement, lorsqu'on parle d'enjeux nationaux, locaux, internationaux, par des comportements beaucoup plus réfléchis. C'est-à-dire que dans le même temps que nous éduquons de mieux en mieux les populations, eh bien, le recours à l'immédiateté implique que l'émotion fonctionne beaucoup.
hein, et que je vais vous en donner un exemple tout de suite à propos d'une question de transport. Deuxième point, c'est aussi un autre paradoxe, c'est que nous sommes de plus en plus interdépendants les uns des autres et nous vivons de plus en plus comme des individus qui n'ont rien, qui n'ont pas de devoir ou qui imaginent qu'on peut vivre individuellement sans clarifier ses appartenances à la société. Bon, et puis le troisième point, mais ça on le voit bien avec tout ce qui est réseaux sociaux ou autres, des gens qui privilégient l'horizontalité des contacts sur les principes, par exemple, d'autorité, hein, qui avaient prévalu. Alors je ne suis pas là en train de les regretter, c'est juste un constat. Hein, c'est juste un constat. Voilà, 2 diapositives, je vous les fais passer comme ça. 2 diapos pour vous montrer le rôle de l'émotion dans ce qui va après se faire, mais en particulier au moment de la médiatisation. Hein. Bon, comme vous le savez, l'Île-de-France avait, comme la plupart des grandes agglomérations françaises, un schéma directeur. Ce schéma directeur, il était, dans le cas particulier de l'Île-de-France, pour la première fois élaboré par la région. Avant, c'était l'État qui s'en occupait. Bon, l'Île-de-France avait du retard à l'allumage sur la province pour son pilotage interne. Hein. Et la région avait élaboré son schéma directeur avec... vous le voyez là, peut-être pas très bien parce que c'est petit, mais c'était aussi petit dans le document d'origine. Hein. Une espèce de plat de nouilles de réseau de transport qui allait un peu dans tous les sens. Et puis est arrivé un président qui est resté célèbre et qui a dit, oui, il faut un Grand Paris. Et le Grand Paris, on va le matérialiser par un grand réseau de transport. Alors, si je reviens à ce schéma, il est apparu dans à peu près aucun journal. Si je reviens à celui-là, quand même, il vous parle. Enfin, moi, il me parle. Ça ne veut pas dire du tout que, du point de vue de la satisfaction des besoins des usagers, celui-là n'était pas pertinent. Ça ne veut pas dire que, du point de vue des coûts, ou du rapport coût-avantage, ou de tout ce que vous voulez, c'était pas... mais ce qu'il faut constater, c'est que le dialogue et la médiatisation, elle ne s'est pas faite là-dessus. Elle s'est faite sur la beauté des images. Et que, finalement, en gros, après quelques années de bagarre, l'État, la région, les départements sont plus ou moins mis d'accord sur un truc un peu intermédiaire, mais qui ressemble beaucoup à ça. Et grosso modo, l'idée que je veux vous dire là simplement, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à passer que d'autres en termes de médiatisation, et que c'est pas pour autant que ce schéma-là va satisfaire mieux ou plus de besoins des usagers que celui-là. Et je crois que l'action publique, elle est face à ce problème-là. Alors, elle peut en tirer parti, c'est le cas là. Elle peut en être désolée, c'est ce cas-là. Voilà. Mais en gros, je dirais, le débat n'a pas porté sur qu'est-ce qui sert le mieux, le plus d'usagers. Les métropoles, alors il y a toute une littérature universitaire. Les métropoles, c'est les lieux du développement. Pourquoi il y a des métropoles ? Parce que c'est là que se fait le développement. Quand vous regardez des enquêtes, on avait mené des enquêtes dans plein de pays du monde, des pays émergents et des pays développés, en 2012. Auprès d'étudiants, de jeunes qui étaient, je dirais, en 2e ou 3e cycle d'aménagement ou de transport. On leur avait demandé c'était quoi les mots de la métropole rêvée.
Alors, vous voyez plein de mots, là, ils sont tous très sympathiques. C'est bien. Mais il n'y en a pas un qui renvoie à l'efficacité qui est ce que est supposé être une métropole. Et ce pourquoi on s'entasse un peu les uns sur les autres, enfin peut-être moins à Toulouse qu'ailleurs. Mais enfin, en gros, c'est un rassemblement quand même relativement dense d'humains qui est justifié par le fait que eh bien, c'est comme ça qu'on peut échanger le plus facilement. Et quand vous demandez ce dont on rêve, vous obtenez autre chose que ce pourquoi les métropoles se font. Deuxième temps, les mobilités, ce sont des déplacements, mais pas que. Alors, mais pas que. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout bouge. Et j'y reviendrai dans la 4e partie sur la prospective. Il y a des choses qui bougent à la vitesse de la lumière. C'est les informations, les capitaux. Il y a des choses qui bougent un peu plus lentement, mais qui passent beaucoup les frontières dans un monde très dérégulé. C'est les marchandises. Puis il y a des choses qui sont plus, je dirais, visqueuses, qui sont insérées, C'est pour partie les entreprises, même si, alors on est toujours content quand il y en a qui arrivent, et on est toujours très, très mécontent quand il y en a qui partent, mais enfin, le principe des mouvements, c'est en général que ça aille dans les deux sens. C'est les emplois. Bon, on sait tous que nos enfants ne peuvent plus construire leur vie comme l'ont fait nos parents, avec un emploi à vie ou d'autres. C'est les résidences. Chacun de nous aura les moyennes, dans ce cas particulier, en particulier, ne veulent strictement rien dire. Enfin, en gros, on aura 5, 6, 7 lieux de résidence dans sa vie. On peut se poser la question de savoir s'il faudrait en avoir moins, en avoir plus. Et puis, les hommes bougent, ça c'est le quotidien. Et c'est ce qui va fonder les notions de déplacement. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le mouvement dans un domaine a une incidence sur le mouvement dans d'autres. Vous avez une entreprise qui ferme, si des gens se retrouvent sans emploi, ils vont se déplacer ailleurs pour essayer d'en trouver un autre. Pas déplacer leur résidence, mais chercher du boulot autour de chez eux, et ça sera un autre schéma de déplacement. Je vous donne un simple exemple, parce que moi, il m'a toujours fasciné, mais quand vous voyez la défense, Paris, la défense, l'aspect extraordinairement minéral, extraordinairement posé, et que vous apprenez par enquête que la moitié des gens qui bossent à la défense, ils ne bossaient pas 3 ans avant, vous vous dites, oui, il y a du mouvement. Il ne faut pas se fier à la ville bâtie, en gros. Si je m'intéresse aux gens, les gens, ils peuvent occuper différents espaces à différents moments. Alors, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est le regard qu'on porte sur la mobilité. Alors, si vous regardez le regard qu'on a porté pendant assez longtemps, la mobilité, ça a été quelque chose de vu très positivement. On pouvait aller à l'autre bout du monde, on avait des marchandises pas chères qui arrivaient de l'autre bout du monde, les vitesses, l'accélération, l'instantanéité, enfin tout ça. Et puis il y avait ce monsieur qui était évidemment content d'être en voiture. Bon, aujourd'hui, la mobilité peut avoir des connotations nettement plus négatives. Et alors là, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un produit de la mobilité, c'est un camp de réfugiés. Ce que vous voyez à droite, c'est un petit territoire belge qui est un camp d'exilés fiscaux français. On a passé une frontière, et en passant une frontière, en étant mobile, on s'affranchit de ses devoirs fiscaux à l'égard du pays qui nous a vu naître. Bon, vous voyez le Brexit, bien sûr, vous voyez les GAFA qui sont spécialistes en termes d'exil fiscal.
Et vous voyez bien sûr congestion majeure sur une autoroute avec beaucoup de fils. Bon. Donc le regard sur la mobilité ne peut pas être à sens unique. C'est un peu comme la langue d'Ésope. Hein. Il y a du bien, il y a du mal. Bon, oui, mais je dirais que grosso modo et globalement, j'ai quand même tendance à penser qu'on est un peu sorti de... Oui, j'ai oublié de commenter Only One Earth, c'était le rapport de Barbara Ward en 1972, ça ne nous rajeunit pas. Mais à partir des vues satellitaires de la Terre, il y avait cette prise de conscience que nous étions tous sur un même bateau. C'était quand même intéressant et je pense que c'est né avec un objet mobile qui est un satellite où il n'y avait personne dedans. Bon. Alors, troisième morceau, peut-être un peu le plus consistant, qu'est-ce qu'il faut vraiment un peu savoir sur la mobilité, non pas avant d'en parler, parce qu'on a le droit d'en parler tout le temps, mais qui est utile au raisonnement. Alors, la question de base, bête, hein, c'est un peu comme les gamins qui demandent pourquoi le ciel est bleu, c'est de se demander pourquoi il faut se déplacer. Blaise Pascal avait déjà posé cette question en disant que tout le malheur des hommes venait de ne pas pouvoir rester dans une chambre, mais bon, je crois que la réponse qui lui a été donnée par quelques centaines d'années d'histoire est que, non, rester dans une chambre, c'est pas nécessairement un idéal, ou en tout cas un idéal partagé. Dans la société d'aujourd'hui, la mobilité, c'est un moyen parmi d'autres, et il y a aujourd'hui les téléactivités, bien sûr, qui se sont fortement développées, et souvent une obligation. C'est un moyen de construire sa vie comme on l'entend, en accédant à partir d'un lieu de domicile plus ou moins choisi, plus ou moins pas choisi, à des ressources qui sont diversifiées, abondantes, et évidemment localisées dans l'espace. Ces ressources, ça peut être des lieux d'éducation, des lieux de consommation, des lieux de travail, etc., de loisirs. Deuxième point, c'est que la mobilité a une utilité pour les individus. La mobilité a une utilité. Cette utilité, elle n'est évidemment pas dans le déplacement, elle est dans ce qu'on fait à destination. C'est-à-dire que parfois, il est arrivé que j'ai eu l'impression que les débats sur la mobilité se faisaient comme si il n'y avait rien à faire au bout, comme si on se déplaçait comme ça pour le plaisir d'emmerder le monde. Bon, non, en général, on fait quelque chose au bout. Cette utilité, elle peut être économique, c'est ce que vous gagnez quand vous allez bosser, mais elle peut être relationnelle, elle peut être de loisirs, elle peut être de tas de sources diverses, et grosso modo, le vieux réflexe de l'économiste, c'est simplement de dire qu'on réalise un déplacement, quand l'utilité du déplacement est supérieure à son coût. Alors son coût, il est évidemment monétaire, temporel, en fatigue, etc., etc. C'est un coût composite. Mais grosso modo, en gros, vous n'allez pas faire 20 km pour acheter une baguette. Vous ferez volontiers 200 km s'il y a un médecin spécialiste de la maladie de votre fille. Bon, voilà. Hein. Donc, séparer le déplacement de ce qu'on fait au bout n'a pas beaucoup de sens. Alors, comment on construit nos vies aujourd'hui? Alors, bon, c'est un peu simplé, hein, ce que je vous dis là, mais bon, on peut se dire, dans les années 60, la représentation dominante qu'on avait, c'est qu'on savait quel était le but. C'était pas nécessairement facile, là, c'est le mec avec les crampons, là. Mais on savait où on allait. La représentation des années 80 autour de l'autonomie a été de se dire, au fond,
tout ça, c'est rien que moi qui vais le décider. Je peux vivre sans penser que je vis dans une société et que, bah oui, peut-être on m'a donné des points d'appui, des aides quand même. Mais grosso modo, l'idée de base, elle a été exprimée par une sociologue canadienne, je crois, qui était de dire avant, l'important c'était d'être marié et employé. Aujourd'hui, l'important c'est de rester mariable et employable. Vous voyez, c'est la figure du surf par rapport à celle du mec qui monte sa montagne. Puis je crois qu'on est arrivé quand même dans un troisième temps où on reconnaît que la société peut nous apporter des aides, mais on les voit plus dans les réseaux, dans les communautés. Alors, le marché de l'emploi, ce sera LinkedIn ou d'autres, j'en sais rien, mais sur une relation verticale. Mais ça veut dire, en tout cas, que, en ce qui concerne notre mobilité quotidienne, les déplacements qu'on fait au jour le jour, ils peuvent être changeants aussi en fonction de tas de circonstances, et que la capacité d'adaptabilité est quelque chose de beaucoup plus important, probablement, dans un monde qui, dit-on, va plus vite. Alors, deuxième élément, c'est de se dire, bon, souvent on a des débats sur la mobilité et il y a toujours en fond le bien, le mal, des choses toujours un peu compliquées, mais on n'a pas dit de quoi on parlait vraiment. Alors, j'ai essayé de lister un certain nombre de dimensions où le terme de mobilité est employé, et où il est employé dans des sens très très différents. Première dimension, c'est les conditions générales de la mobilité. Je suis à 30 minutes je peux emprunter tel ou tel moyen de déplacement. Demain, Toulouse sera à X heures de Bordeaux, X étant petit, etc., etc. Le système s'améliore. Ça, c'est, je dirais, ce qui peut être utilisable, appropriable par un individu moyen, inséré correctement, etc., etc. Le deuxième élément, c'est les injonctions de mobilité, injonctions, obligations, comme vous voulez. Quand vous regardez, par exemple, sur les lois, les règles applicable par Pôle emploi, un emploi acceptable, c'est quoi ? C'est un emploi qui est, par exemple, à 1 heure, c'est un emploi acceptable. Bon, très peu de gens qui mettent 1 heure pour aller au boulot, très peu. Mais bon, voilà, ça c'est une norme. Une autre injonction, c'est pour des tas de gens, c'est si un gros hypermarché a complètement tué le commerce de proximité, on observe que les gens vont faire leurs courses plus loin. Et on ne doit pas dire qu'ils ont envie d'aller plus loin. On doit dire qu'ils ne peuvent plus aller plus près. C'est pas la même chose. Les aptitudes et compétences personnelles de mobilité, ça c'est un thème qui avait été, je dirais, presque occulté jusqu'au début des années 2000, sauf pour les personnes dites à mobilité réduite, le handicap physique, qui est revenu et qui est un thème important. Bon, vous apercevez très facilement que se déplacer, d'abord c'est former un projet de déplacement, c'est ensuite avoir les outils pour le réaliser, c'est comprendre une carte, c'est savoir se situer sur un plan, c'est plein de choses. Et si je vous prends 2 lieux au hasard dans l'agglomération toulousaine et que je vous demande à vous qui venez écouter des choses sur la mobilité ce soir, donc vous êtes très intéressé par le domaine, et je vous dis c'est par quelle ligne de bus je peux y aller, lignes successives de bus, bon, probablement que vous serez confronté à une forme de que vous ne savez pas nécessairement. On arrive à peu près à bien se mettre en tête un réseau de métro, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. Un réseau de bus où il y a beaucoup de lignes, c'est plus compliqué. Alors, bien entendu, il y a d'autres choses. Il y a l'accès au permis, il y a tout ce qui relève de
du marquage social des territoires, il y a tout ce qui relève de la hardiesse ou pas. La région Nord-Pas-de-Calais avait fait une session de gratuité des transports régionaux un jour. Et il y a des gens du bassin, ou de l'ex-bassin houillé, qui se sont dit chouette, on va aller à Lille. Ils sont allés à Lille, ils sont restés dans la gare parce qu'ils ne savaient pas après comment revenir. S'ils allaient dans l'île, comment retrouver la gare. Bon, ça paraît bizarre, mais c'est des choses qui existent. J'insiste pas là-dessus. Ce qu'on connaît le mieux, c'est évidemment les pratiques de mobilité et la mesure du marché des déplacements. Ça, c'est ce qu'on obtient quand on fait des enquêtes auprès des ménages sur la mobilité dans telle ou telle ville. Il y en a une à Toulouse, j'ai vu en 2011. J'ai vu des résultats d'exploitation tout à fait intéressants et qui sont récents, donc je vous invite à vous y reporter. Et puis c'est aussi alors quelque chose peut-être un tout petit peu compliqué, qui est ce que j'appelle les enveloppes de pratique. C'est-à-dire un peu les limites supérieures de jusqu'où on n'ira pas. Dire, bon, si je vous dis, oui, vous pouvez vous déplacer 24 heures par jour et y consacrer 100% de vos ressources, c'est possible, mais en général, c'est pas ce qu'on fait. Et on a de bonnes raisons de ne pas faire ça, ne serait-ce parce qu'on se déplace pour faire des choses à destination. Et enfin, c'est des représentations collectives qui ont beaucoup dominé les débats années 90 et début des années 2000. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais c'était grosso modo, il y avait des moyens de transport que c'était bien, il y avait des moyens de transport que c'était mal, et que on avait tous des croyances dans ces domaines-là. Alors, quelques ordres de grandeur qui n'ont pas d'intérêt autre que de les mentionner rapidement. Mobilité, c'est 3 à 4 déplacements par jour et par personne en moyenne. C'est à peu près 25 km par jour. Quand on parle de mobilité quotidienne, si je somme après toutes les mobilités qu'on fait à longue distance et que je les ramène à la journée, on serait plutôt autour de 40 km. On y consacre à peu près 14% de notre budget. Mais dès qu'on va voir chez les pauvres, c'est beaucoup plus. C'est autour de 20%. Quand je dis les pauvres, c'est par simplification, c'est le quartile, le premier quartile de la distribution des revenus. Et c'est, alors là, c'est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est vraiment pas que dans les agglomérations. 20% des kilomètres qu'on fait sont à l'intérieur des zones agglomérées. Et puis vous voyez qu'il y en a d'autres, par définition 80%, qui se font ailleurs, alors avec des échanges entre tissus différents. C'est une domination très forte encore aujourd'hui de l'automobile par rapport au transport public. Et c'est pour ça que j'ai mis en rouge, parce que c'est un élément assez peu connu, c'est que sur à peu près tous les créneaux et tous les marchés, une petite partie de la population fait une grande partie de la mobilité. Si vous voulez, on n'est pas tout à fait dans les ordres de grandeur de la fréquentation de l'opéra ou du théâtre, mais la mobilité reste quelque chose qui est une pratique, si j'ose dire, la mobilité intense est une pratique relativement rare. Quand vous voyez une autoroute complètement saturée ou un RER complètement bondé, il faut vous dire que, oui, là-dessus, il y a quelques pourcents de la population. Mais le gros de la population a une mobilité relativement faible. Là encore, la moyenne et la médiane, ce n'est pas la même chose pour ceux qui sont statisticiens. Enfin, dernier point, l'explosion de la mobilité dont on a beaucoup parlé, elle est très largement dans les faits derrière nous, dans les pratiques. Les taux de croissance n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a observé dans les années passées. Juste quelques éléments de nature un tout petit peu plus qualitative, mais ces mobilités sont de plus en plus dispersées. Dispersées, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire que si je vous prends un exemple que j'ai traité, qui est celui du département en plus forte croissance démographique en Île-de-France, qui est la Seine-et-Marne. Vous regardez tous les Seine-et-Marnais, il y en a 600 Seine-et-Marnais actifs, pardon, il y en a de l'ordre de 650 000, et vous regardez toutes les liaisons domicile-travail possibles. Vous apercevez que vous avez à peu près un tiers des déplacements qui sont sur des types de liaisons où il y a plus de 100 personnes. 100 personnes, c'est pas beaucoup, hein, ça vous fait un bus le matin. Hein. Enfin, bien rempli, mais 2, si vous voulez. Et puis les 2 tiers qui sont sur des types de liaisons où il y a moins de 100 personnes, avec un gros paquet, sur des types de liaisons où il y a moins de 20 personnes. Hein, donc, il faut sortir de l'idée, quand même, qu'on pourra toujours, avec un gros chausse-pied, mettre tout le monde dans le même wagon, si j'ose dire. Hein, ce n'est plus possible. Et ça nous dit aussi, et ça c'est peut-être aussi l'autre phénomène important, eh bien, c'est que notamment les mobilités qui viennent de l'extérieur d'un territoire métropolitain vers ce territoire ou qui se baladent dans la périphérie de ce territoire-là ont un poids tout à fait considérable, mais on n'est pas capable de les représenter par un gros trait, comme on aime bien les faire quand on est géographe, cartographe, etc., où apparaissent en principe les choses les plus importantes, alors que non, c'est les choses qui pèsent le plus, mais ce n'est pas nécessairement celles qui sont les plus importantes quantitativement. On ne sait pas, on a du mal à représenter la dispersion, par définition. Mais cette dispersion est extrêmement importante. Et néanmoins, alors là, c'est le cas où je vais aller piquer des choses sur l'enquête, les résultats de l'enquête de Toulouse. Il y a une espèce de loi, quand même, qu'on observe dans à peu près toutes les agglomérations. C'est que si vous prenez, alors ce qui est en trait foncé, là, c'est un lieu vers lequel on va. Là, c'est un lieu d'emploi. Hein. Bon, il faut qu'il se taise. Mais c'est un lieu d'emploi. Et qu'est-ce que nous dit cela ? Ben, ça nous dit, en gros, que si vous avez un lieu d'emploi, mais c'est vrai d'autres activités de type périphérique, en général, ceux qui sont employés dans ce lieu-là sont plus périphériques que le lieu d'emploi. C'est-à-dire qu'on a toujours des mobilités centrifuges, mais qui ne vont pas nécessairement vers le centre. Mais en gros, on se structure quand même la plupart du temps en faisceau. Alors le faisceau, il peut être relativement large ou moins large, mais en gros, pour dire les choses autrement, le gros des employés d'un pôle périphérique vient de plus périphérique que ce pôle. Ce qui est... Bon, si je prends, là encore, je vais prendre un exemple francilien, le plateau de Saclay, on va développer plein d'emplois scientifiques et compagnie, et il faut leur faire un métro et compagnie, oui, enfin bon... Peut-être, mais les gens qui iront travailler à terme à Saclay iront habiter dans la vallée de Chevreuse, un petit peu plus loin, quasiment hors de l'agglomération parisienne. Et donc, ça pose un vrai problème aux politiques de déplacement, qui, elles, sont quand même souvent structurées par la politique centrale, ce qui est évidemment tout à fait justifié. C'est là qu'il y a le plus gros des problèmes. Mais elles ne répondent pas nécessairement aux besoins. Voilà. Bon, stabilité des enveloppes de mobilité, je vais juste prendre l'exemple du temps. On a des systèmes de transport de plus en plus rapides et néanmoins, nous passons à peu près toujours le même temps à nous déplacer. Donc, la réponse à ça, c'est évidemment qu'on se saisit des opportunités offertes par la qualité des systèmes de transport pour d'autres enjeux. Ces enjeux, c'est d'aller habiter où on a envie, c'est d'aller faire ses loisirs où on en a envie. Moi, enfin, c'est de passer, par exemple, de ce qu'on appelait le cinéma de quartier, qui a un peu disparu,
au quartier de cinéma, parce qu'on va avoir accès à la variété. À la limite, on va y aller à 3 et voir 3 films différents, etc. etc. Hein. Donc, mais ça veut dire aussi que l'idée de faire des systèmes de transport toujours plus rapides, avec l'idée de faire économiser du temps aux gens, juste, ça ne marche pas. Les gens, ils n'ont pas envie d'économiser du temps de transport, ils ont envie d'être bien. Voilà. Alors bien là où ils sont, dans leur choix résidentiel, dans leur choix d'emploi, dans ce qu'on veut. Mais l'amélioration des conditions de mobilité, ça augmente le pouvoir de localisation à la fois des gens et des entreprises, hein, des entreprises de commerce, des entreprises où on travaille, de tout ce que vous voulez. Conséquence de ça, ça augmente la taille des territoires praticables et pratiqués au quotidien. Enfin, dernier point, ça augmente toujours l'accessibilité aux lieux, mais pas nécessairement l'accessibilité aux fonctions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement qu'un système de transport qui vous fait aller plus vite de A à B, si vous avez par exemple un centre commercial qui s'implante en B, les petits commerces qui sont autour de A, ils vont peut-être avoir du mal à survivre. Et donc, oui, j'ai géographiquement une amélioration, je peux plus facilement aller de A à B, mais si j'ai envie d'une saucisse de Toulouse, peut-être qu'elle n'est pas plus proche de moi, finalement. Hein, c'est ça que ça veut dire. Autre point, moi, qui me frappe quand même, c'est pas tout à fait le cas dans l'enquête toulousaine, mais ça a été le cas dans l'enquête francilienne. On s'intéresse moins aujourd'hui, quand on caractérise les mobilités, au temps qui passent les gens. Or, la valeur du temps, ça a une grande importance. Nos choix, qu'il s'agisse de choix de résidence par rapport aux lieux qu'on a à fréquenter, nos choix c'est fondamental. Ils sont encore aujourd'hui fondamentalement guidés beaucoup plus par le temps que par l'argent. La valeur du temps médiane, elle est censée être aujourd'hui autour de 12 € de l'heure. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes prêt à payer 3 € de plus pour économiser un quart d'heure. Économiser un quart d'heure, c'est tout à fait ce que vous faites quand vous utilisez une voiture plutôt qu'un transport public dans la plupart des situations. Je ne dis pas dans toutes, hein, mais dans la plupart des situations. Par ailleurs, il faut garder présent à l'esprit qu'il y a des temps qui pèsent plus lourd que d'autres. Les temps d'accès, aller marcher à un arrêt. Les temps ou marcher depuis un endroit où on a stationné la voiture. C'est rigoureusement la même chose pour la voiture et pour les transports publics. Attendre, c'est plus spécifique du transport public. Mais ces temps-là pèsent dans notre façon de raisonner 2 à 3 fois un temps de parcours. Ça veut dire que quand vous dites, c'est simple, il y a un trajet, il y a 5 minutes à pied, il y a 5 minutes d'attente et il y a 15 minutes de parcours, et puis après 5 minutes vers une destination finale, dans la façon dont on va se comporter par rapport à ça, ça pèse pas 30 minutes, ça en pèse 45, ou 50, pardon. Donc il faut garder ça présent à l'esprit, et dans les politiques de déplacement, savoir que, par exemple, si vous affichez que le prochain bus il passe dans 3 minutes, ça vous fait baisser un peu le poids de ce temps-là. Alors j'en viens au 4e temps. J'essaye d'aller vite, je ne sais pas, ça va là. 4e temps, pourquoi il faudrait changer de modèle, hein, après tout, je dirais, est-ce qu'on doit changer une équipe qui gagne, pour dire les choses plus simplement. Alors il y a plein d'arguments, je ne vais pas vous les dire tous, mais il y a l'angoisse par rapport à la ressource pétrolière, hein, si tous les Chinois ont une voiture, est-ce qu'il y aura encore du pétrole pour nous ? Il y a l'angoisse par rapport à l'environnement global, est-ce qu'on peut raisonnablement continuer à utiliser renvoyer autant de CO2 dans l'atmosphère ? Il y a l'angoisse sur les pollutions locales, l'angoisse sur le coût du système automobile.
De tout ça, moi je dirais qu'il y a quand même une chose qui retient mon attention plus que les autres, qui est que quand même pour faire 5 km ou 6 ou 7 km en ville à faible vitesse, s'entourer de 1200 kg de ferraille dans un véhicule qui peut monter à 150 à l'heure sans souci, et pas nécessairement ce qu'on fait de mieux comme révélateur de l'intelligence humaine. Bon. Voilà, je crois que c'est là où vraiment la ville, qui nous rappelle que qu'est-ce qui est rare en ville, c'est l'espace, et qu'une voiture, ça occupe de l'espace. Voilà. Ça, c'est un argument qui est vrai. Bon, le reste, bah, bien sûr, tout ça a sa part de vérité. Après, il s'agit de savoir comment on le met en haut ou en bas d'un agenda politique. Alors, à partir du moment où on accepte cette idée que décidément, bah, peut-être qu'après tout, oui, 2 générations de développement des systèmes de transport dans une direction donnée sont peut-être à revoir, il faut faire d'abord l'inventaire des politiques passées. Alors, je dirais que sur ces politiques passées qui ont été de la réalisation d'infrastructures rapides, pour dire les choses rapidement, et pour pas cher, enfin pour pas cher pour l'usager. Il faut savoir reconnaître les apports indéniables de la mobilité facilitée. La mobilité facilitée, elle a permis l'extension et la fluidité des marchés, y compris à l'échelle des réseaux de villes. Et c'est une source d'efficacité dans tous les domaines, le travail, l'habitat, les loisirs, la consommation. Ça a produit l'extension des univers de choix, de résidence, d'activités des gens. C'est une source de bien-être. Ça a permis un peuplement plus homogène du territoire. Enfin bon, je ne vous fais pas un dessin, mais si la voiture n'existait pas, je ne sais pas dans quel état seraient nos zones rurales aujourd'hui. Donc, il y a du bon. Et puis, il y a du moins bon. Et ce qui est de caractéristique dans le moins bon, c'est qu'en gros, on n'a pas trop su l'anticiper. Alors que c'est très simple, quand on offre des capacités de mobilité, les agents, qu'il s'agisse de vous et moi, qu'il s'agisse des entreprises, se saisissent de ces capacités pour leurs objectifs à eux. Et leurs objectifs à eux, ils les intègrent dans leur stratégie de localisation. Le grand commerce, c'est l'idée que, décidément, ça coûte moins cher que tu viennes à moi que plutôt que je vienne à toi. C'est basique, mais ça a fonctionné pendant 40 ans. Bon, aujourd'hui, on nous dit que les hypermarchés marchent un peu moins, bon, peut-être, mais ça produit un maillage plus large du territoire. Et ce qu'on a vu dans le domaine privé, le grand commerce, les grands parcs de loisirs, on le voit quand même un petit peu aujourd'hui dans le domaine plus public, avec les cartes hospitalières, les cartes judiciaires et autres, qui tendent à promouvoir un maillage plus faible du territoire. Pour les gens, dès lors que dans le monde qui est le leur et avec leurs idées, ils trouvent que c'est mieux d'être entre gens qui se ressemblent que d'être entre gens qui ne se ressemblent pas, la mobilité, elle permet cela, la recherche de l'entre-soi. Elle permet aussi que des communes, par exemple de très proches banlieues, disent « Écoutez, moi, ça y est, j'ai atteint mon seuil de construction, arrêtez de m'embêter. On peut construire plus loin, de toute façon c'est facile, on est plus loin, on sera quand même à un quart d'heure du Capitole. » Elle permet la satellisation de territoires qui sont bien reliés à un pôle majeur. Alors quand je dis ça, ça peut être vu positivement, ça peut être vu négativement. C'est la banlieusisation de ce territoire. Donc oui,
la mobilité, ça libère des tendances préexistantes, grosso modo. Le revers principal, pour moi, c'est que chaque fois que la mobilité est facilitée, eh bien, en réaction, je dirais, eh bien, la norme de mobilité, c'est-à-dire ce qu'on peut décemment demander aux individus, tend à augmenter. Il y en a qui sont un petit peu en difficulté pour être dans cette norme-là. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, ça induit le sentiment que la mobilité est plus subie que choisie. Et enfin, ça induit dans les politiques publiques des besoins de politiques correctrices. Des besoins de politiques correctrices, vous avez toute la politique de la ville, les politiques de transport public, les politiques d'accès au logement, qui, au fond, quand vous regardez, enfin, excusez-moi, mes exemples sont souvent plus parisiens, mais une des composantes du prix de l'habitat parisien, elle est simple, c'est le revenu moyen des voisins, du voisinage. Dès lors qu'il y aurait plus de mixité, eh bien, ça serait un peu moins inaccessible. C'est en partie tautologique ce que je dis, hein, j'en suis conscient. Mais clairement, c'est les politiques de mobilité qui, au fond, transfèrent du pouvoir aux individus dans une société qui a envie de garder de la cohésion, jusque maintenant, hein, on verra après, eh bien, elles induisent nécessairement des politiques correctrices. Et des politiques correctrices qui peuvent s'avérer coûteuses. Et au-delà de leur coût, on peut s'interroger sur est-ce qu'on peut faire autrement. Bon, juste un mot pour dire que la mobilité dont je dis qu'elle a été historiquement facilitée, reste difficilement accessible à certaines catégories de population. Là, je prends le cas, vous savez, il y a une usine qui ferme, il y a des consultants de haut niveau qui viennent et qui disent, mais enfin, ces ouvriers, on va mettre l'usine à 30 bornes, ils peuvent y aller. Bon, oui, très bien. 20 km matin et soir en voiture, le coût mensuel, c'est 20% du SMIC. Bon. Quand vous touchez 3 SMIC, c'est plus que 6%. Bon, 6%, vous acceptez de mettre 6% pour gagner votre vie. 20% de ce que vous gagnez enlevé en coût de déplacement, c'est plus compliqué. Alors là aussi, c'est l'exemple type d'une information qui peut être prise positivement ou négativement. Quand on a le permis, eh ben, on trouve des emplois plus loin. Pas par le plaisir d'aller loin, mais tout simplement parce qu'on a étendu notre aire de recherche d'emploi et qu'il y a un emploi plus loin qui s'est avéré meilleur pour vous. Quand vous n'avez pas le permis, eh bien, en moyenne, votre chance, entre guillemets, de vous retrouver au chômage est très supérieure. Assez curieusement, c'est pas dans les statistiques de Pôle emploi qu'on trouve ça. Pourtant, vous voyez que la différence, elle est tout à fait considérable. Vous avez des différences de taux de chômage qui vont de 1 à 3 à 1 à 5, suivant que les gens ont le permis ou pas. Et ça, c'est vrai par niveau de diplôme acquis. Bon, je ne commande pas le détail, il y a trop de chiffres, mais dites-vous une chose, à niveau de diplôme égal, en gros, le passage du permis, ça vaut 2 ans de scolarité pour se positionner sur le marché du travail. C'est pas mal. Oui, il y a des problèmes de coût de la mobilité dans les territoires peu denses, que vous voyez là, ce qui est en vert un peu vert pomme, je dirais, c'est le coût de la mobilité en dehors des périmètres de transport urbain, donc dans le périurbain ou dans le rural. Et vous voyez que pour les ménages du bas de l'échelle, eh bien, il n'y a pas tellement, il y en a un peu, mais pas tellement moins de mobilité qu'ailleurs. Ils doivent
consacrer des ressources importantes à la mobilité. Il est honnête de dire que dans le même temps, il consacre probablement des ressources moins importantes au logement, hein, et que donc tout ça est une question d'équilibre. Alors la critique de l'étalement urbain que je vois rarement, alors que pour moi elle est quand même, c'est peut-être la critique pour moi la plus importante, c'est que plus vous éloignez des villes, vous pouvez très bien vous éloigner des villes et d'être dans une bonne situation par rapport à votre emploi actuel. Simplement, l'ensemble des emplois accessibles se réduit très fortement, notamment si vous ne pouvez utiliser que les transports collectifs, qui sont ouverts à tous. Mais la régression, elle est forte aussi pour l'automobile. C'est-à-dire, en gros, à mesure que je m'éloigne d'un centre d'emploi, je vois décroître très fortement les emplois pour lesquels je pourrais aller en 20, 25, 30 minutes, ce qui est à peu près la moyenne qu'on a. Et donc ça, c'est quand même un souci. C'est-à-dire qu'en gros, la mobilité qui permet un meilleur choix de résidence du point de vue des attributs de la résidence, réintroduit de la viscosité dans votre capacité à rebondir sur un marché de l'emploi. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça c'est en général le transparent qui fait toujours débat. Bon, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est des chiffres officiels, c'est pas les miens. Mais les transports collectifs dans lesquels on place tous, et moi y compris, beaucoup d'espoir, en gros, il faut avoir les moyens de les financer. Et c'est un secteur dont les coûts, je parle encore une fois, là je ne suis même pas allé regarder les données de Toulouse, je parle nationalement, dont les coûts augmentent beaucoup plus vite que l'inflation, augmente beaucoup plus vite que la richesse créée. On est aujourd'hui à 1,6% du PIB, de l'ensemble de la richesse qui est affectée au transport public. Essentiellement, c'est des coûts de fonctionnement, ce n'est pas des coûts d'investissement. On était à moins de 1% au début des années 2000. Donc on a un système qui dérive. Et le coût par kilomètre voyageur, qui est ce qui a du sens, le coût par kilomètre voyageur est nettement plus élevé. L'usager ne s'en rend pas nécessairement compte parce qu'il ne paye qu'une petite partie de ce coût. Le gros de ce coût est payé par soit les employeurs à travers le versement de transport, soit les collectivités publiques sur leur budget propre. Enfin, il faut se dire qu'aujourd'hui, alors d'une part, les coûts augmentent, les coûts de fonctionnement augmentent fortement, et d'autre part, la tarification qu'on demande à l'usager, il faut vous dire qu'aujourd'hui, la part payée par l'usager dans un système de transport collectif, c'est moins que pour la santé. C'est moins que le ticket modérateur de la Sécu. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, c'est pas à moi de le dire. C'est à moi de dire que c'est comme ça. Donc on a une vraie question qui est, au fond, la question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce qu'on peut garder les avantages du système ancien, sans oublier que la mobilité n'est pas facilitée dans tous les domaines, et en éviter les nombreux inconvénients qu'on a listés tout à l'heure. Je pense que là-dessus, le préalable, c'est quand même de savoir sur quel territoire on a envie de vivre. Et quand j'ai regardé les résultats de l'enquête ménage de Toulouse, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait des raisonnements par bassin de vie. Bassin de vie, ça nous rapproche un peu des usagers. Alors ça a évidemment des limites. Moi, j'ai des collègues qui ont critiqué très très fortement la notion de bassin de vie. Il n'empêche qu'un bassin de vie, c'est en gros ce qui regroupe
70-80% des déplacements des gens autour de chez eux. Donc, c'est... Voilà. Alors, là-dessus, il y a deux visions de la ville qui s'opposent et je dirais là aussi, il y en a une qui est beaucoup plus facile à mettre en cohérence avec l'intuition et il y en a une qu'il faut expliciter. Celle qui est en cohérence avec l'intuition, c'est de dire les villes, elles existent, elles ont une durée de vie très longue. Et moi, je dirais que 90% de mes collègues urbanistes m'ont toujours dit la ville de 2040 est déjà construite à 80%. Donc, ne t'énerve pas sur les localisations ou du nouveau, du neuf. Ça fera jamais que 20%. Bon, ok, c'est vrai. En même temps, et hélas, il y a besoin de travaux. C'est pas l'intuition qui le dit. En même temps, quand je regarde les actifs, gens qui vont bosser, en Ile-de-France, à deux dates, c'est 91-2001, ou 2001-2010, enfin à 10 ans d'écart, je m'aperçois que 80% d'entre eux ont soit changé de domicile, soit changé de lieu de travail, soit changé les deux. Donc la ville, c'est un territoire en mouvement, mais on ne le voit pas. Il y a des mouvements qu'on voit, c'est les gens dans les transports en commun, dans les voitures, c'est tout ça. Puis il y a des mouvements qu'on ne voit pas, c'est les gens qui déménagent, qui changent d'emploi, qui ceci, qui cela. Et donc, si on veut avoir une ville avec un peu moins de mobilité visible dans les transports publics, dans les voitures, dans autre chose si on veut, il faudrait qu'on ait une ville qui soit peut-être qui accepte ou qui favorise un petit peu plus les mobilités résidentielles. Bon, on a fait un gros travail sur l'Île-de-France qu'on a appelé la ville cohérente. Bon, en gros, c'était de se demander si on pouvait avoir une Île-de-France qui fonctionne avec des gens à 30 minutes de leur boulot. Bon, notre point de départ était de dire non, ce ne sera pas possible, il manquera des logements là où il y a trop d'emplois, il manquera, ça sera trop cher, etc., etc. Non, la réponse finalement n'a pas été celle-là. On peut trouver, on peut arriver à mettre à peu près le gros de la population à moins de 30 minutes de son job, mais à condition qu'il y ait de la mobilité. Bon, alors là, il se trouve qu'on avait fixé les emplois, donc c'était de la mobilité résidentielle. Et ça veut dire que, oui, c'est possible. C'est pas nécessairement plus cher parce qu'on a une partie importante de la population, par exemple, de Paris, enfin une partie notable de la population de Paris Intramuros qui va travailler à l'extérieur, qui est là pour en fait le théâtre, les amis, les aménités hors boulot. Hein. Et donc c'est pas impossible. Et il faut quand même observer que s'il y a bien une mobilité pour laquelle en gros on fait tout contre, c'est bien la mobilité résidentielle. Donc on dit qu'on est dans une société de mobilité, mais en gros, vous êtes propriétaire, les droits de mutation, c'est super élevé quand vous les changez. Vous êtes locataire en locatif privé. En gros, si vous avez un nouveau contrat de location avec un autre bailleur, eh bien, en gros, ça sera plus cher pour un produit équivalent. Et si vous êtes dans l'habitat social, en gros, vous avez des droits qui sont extraordinairement limités en termes territoriaux. Le fait d'avoir droit à un HLM dans la commune de X ne vous donne pas le droit à un HLM dans la commune de Y. Et donc, oui, la mobilité au sens des transports, au sens des flux de circulation, elle est en partie le produit de cette immobilité résidentielle-là, tout simplement parce qu'elle le sera de plus en plus à mesure que nous changerons plus souvent d'emploi, ce qui, malheureusement, est probablement l'horizon probable.
Il y a d'autres cas, mais bon, vous avez vu le résultat des élections et le fait qu'on a une forte distinction dans les votes entre le monde métropolitain et le monde, je dirais, périurbain et rural. Bon, clairement, une des solutions pour un monde, je dirais, dit périphérique qui va moins bien, c'est de devenir métropolitain. Mais le coût d'accès à la métropole, c'est quelque chose d'important. Alors, important en termes psychologiques, pour certains. C'est pas que de l'économique. Il n'y a jamais que de l'économique dans les coûts. Mais il y a aussi les coûts. Et arriver dans une métropole, pour des gens qui n'ont pas le sou, c'est pas simple de se loger. Bon, je passe là-dessus sur le reste, mais bon, tout ça, je vais passer dessus. Enfin non, ça c'est simplement pour dire, bon, en Île-de-France, quand on regarde les choses, vous savez, quand on étudie la mobilité, on étudie toujours à partir des gens à leur domicile. Là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on regardait à partir du lieu d'emploi? Vous apercevez qu'en gros, que plus les endroits où il y a de l'emploi ont un emploi concentré, typiquement la Défense, typiquement le quartier de la gare de Lyon, enfin des endroits où je dirais le nombre d'emplois par kilomètre carré est très très important, plus ces lieux-là, plus il y a d'emplois au kilomètre carré, plus il faut de temps pour y aller. C'est simplement grosso modo, la concentration locale de l'emploi est une incitation à de longs déplacements, parce que elle ne permet pas, je dirais en gros, d'abord elle fabrique autour d'elle des zones avec des prix au mètre carré relativement élevés, et d'autre part, elle ne permet pas à chacun de trouver chaussures à son pied dans un espace voisin. Bon, là, c'est plus une question qu'autre chose, c'est de se dire, bon, au fond, quelle vision du territoire on a. Enfin, est-ce que la métropole de Toulouse, c'est l'ex-région Midi-Pyrénées? Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est moins que ça? Donc, est-ce qu'on veut un territoire étendu ou un territoire ramassé? Si on veut un territoire étendu, il faut évidemment privilégier des systèmes rapides, parce que, en gros, il y a ces enveloppes de mobilité, ce qui fait que, en gros, la moyenne des gens ne met pas plus de 30 minutes pour aller bosser. Si, dans ces 30 minutes, elle peut parcourir 100 bornes au lieu d'en parcourir 20, elle le fera. Est-ce qu'on veut un territoire monocentré ou polycentré? Tout ça nous invite à penser les réseaux aussi en termes hiérarchiques, j'insiste pas. J'en viens au dernier point. Quelle mobilité demain? Je crois que le point essentiel, c'est qu'on a vécu dans une ambiance, enfin, c'était pas qu'une ambiance, c'était les faits qui étaient comme ça, où, en gros, quand on parlait de mobilité, il y avait les transports collectifs et la voiture. Point. Aujourd'hui, et ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est une très bonne nouvelle, on a une abondance de solutions. Solutions de mobilité à partir de petits véhicules, on a parlé de trottinettes, vélos électriques, etc. Solutions de mobilité partagée, avec chauffeur ou sans chauffeur, enfin, partage de voitures, partage de trajet avec l'autopartage de covoiturage. Les véhicules dits de tourisme sans chauffeur, alors je traduis un peu Uber en termes médiatiques, et d'éventuelles flottes de véhicules autonomes. Et enfin, on a aussi une abondance de moyens de régulation des usages de l'automobile. Bon, j'ai vu qu'à Toulouse, par exemple, il y avait une vidéosurveillance du stationnement. Bon, je ne connaissais pas. Les systèmes de péage électronique, ça fonctionne. Il y a des villes en Europe qui le font. Donc, si on veut moins de voitures, on a
tous les outils qu'on veut. Après, il faut remettre cette ambition transport avec toutes ses conséquences dans les différents domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, les enjeux qui vont avec. Moins de voitures, ça peut être aussi moins d'accès à l'emploi ou des choses comme ça. Bon, donc tout ça mérite d'être toujours repassé au peigne des enjeux globaux. Mais en gros, la bonne nouvelle, c'est que franchement, on est sorti d'un monde où il y avait deux solutions possibles et qu'on va vers un monde où il y aura plein de solutions possibles. Alors, je me suis amusé à comparer. On a déjà connu une transition mobilitaire énergétique au tournant entre le 19e siècle et le 20e siècle. Je vous rappelle que vers 1900, il y avait des prospectivistes à Londres qui disaient que non, décidément, c'était un peu avant 1900. C'était plus possible. Londres allait crouler sous le crottin de cheval. C'était ça le problème d'environnement de l'époque. C'est un problème sérieux qui mérite attention. Mais l'explosion de la voiture attelée était devenue insoutenable socialement et écologiquement. Et en même temps, la mobilité urbaine elle était toujours plus nécessaire, parce que c'est comme ça que c'est en échangeant que ça marche. Quelles ont été les réponses ? La première réponse a été le partage. On a inventé les transports collectifs à partir des voitures attelées personnelles. Ça, c'est autour de 1830. Après, on a inventé des aides publiques ciblées. Il y avait ce qu'on appelait les tarifs ouvriers sur les réseaux de transport public pour que les ouvriers, je vais dire les choses un peu brutalement, mais dégagent des endroits où les autres voulaient s'implanter et donc aillent un peu en banlieue, un peu plus loin des emplois, mais puissent quand même les rejoindre, parce que c'est important qu'ils bossent, etc. Après, il y a eu les nouvelles technologies, c'est le rail qui apparaît, c'est l'amélioration des propulsions avec le remplacement du cheval par des énergies, puis l'électricité. Et enfin, à la fin des fins, c'est des ruptures. Et la rupture première, ça a été le vélo, qui a posé des tas de problèmes philosophiques. Et puis l'automobile. Donc, mais vous voyez qu'une automobile, c'est quoi fondamentalement quand même pour la ville? C'est une voiture attelée qui tient 4 fois moins de place. Pour moi, c'est ça une voiture. Et ça a été une vraie transition. Eh bien, on peut se dire, les transitions qu'on a, elles s'inscrivent un peu dans ce cadre-là, parce qu'au fond, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est soit de partager, soit de faire plus petit. Partager, faire plus petit, et se saisir des nouvelles technologies pour organiser tout ça. Alors, il y en a une dont on parle très peu, alors même que je vous rappelle que nationalement, l'usage du vélo a été multiplié par 2, et notamment à Paris, une des grosses réactions au fait qu'il était devenu plus difficile d'utiliser la voiture a été tout simplement d'aller vers la moto. Donc, je ne vais pas défendre ici la moto qui a bien des inconvénients, mais en gros, on est allé vers des véhicules de plus petite taille et qui échappaient à la régulation publique. Mais il y a un argument de fond pour ça, c'est que dans à peu près tous les domaines, je vous conseille la lecture de Lipovetsky sur la légèreté, dans à peu près tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine des objets, des relations, du rapport au corps, etc., il y a une tendance de fond de nos sociétés vers la légèreté, y compris relationnelle. Et donc, légèreté, miniaturisation, dématérialisation. Dans le domaine de la mobilité automobile, on n'est pas très fort dans ce domaine-là. Vous voyez de plus en plus de SUV dans nos villes. Alors, SUV, ça veut dire des gros machins là, par rapport aux petites voitures.
Donc oui, il y a une tendance de fond, et un des paradoxes, enfin pour moi le paradoxe essentiel des politiques de mobilité, c'est quand même que, bon, en gros, la mobilité, elle reste dominée par une mobilité à faible vitesse, avec une personne à bord, dans des véhicules d'au moins 1 tonne, qui peuvent faire 5 fois mieux en termes de vitesse et 5 fois mieux en termes de taux d'occupation. Deuxième type de paradoxe, c'est quand même un peu un paradoxe, surtout dans la situation actuelle, de voir nos politiques de mobilité privilégier le développement des transports publics, encore une fois, contre lequel je n'ai rien, mais qui est la solution globalement la plus coûteuse par rapport à l'usage de véhicules, par rapport à divers usages de véhicules, dont des petits véhicules qui, eux, ont du mal à trouver des soutiens. Alors, on a eu un soutien indiscutable au vélo, parce que le vélo, c'est bon pour la santé, c'est jeune, c'est tout ce que vous voulez, mais enfin, le vélo, fondamentalement, ça ne va pas nécessairement très loin, ça ne satisfait pas. Enfin, je vous ai dit 25 km en moyenne par personne, mais personnes, c'est des personnes de 6 à 99 ans. Si vous prenez le milieu, c'est-à-dire les 25-55 ans, font plutôt 40 km par jour. Bon, 40 km par jour en vélo, bon, il y a sûrement des gens dans cette salle qui peuvent le faire, hein, mais pas la majorité, quoi, grosso modo. Hein. Donc il y a bien quelque chose à trouver de ce côté-là. Alors, la question qu'on peut se poser, alors bon, l'explosion des 2 roues, je vous l'ai déjà dit. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que de petits véhicules, c'est quoi leur contribution potentielle à la mobilité? Alors ça, on peut se la poser en termes techniques. Est-ce que ce qu'on fait au quotidien est réalisable dans ce type de véhicule? En termes économiques, oui, peut-être qu'on peut le faire, mais est-ce que vraiment il y a un intérêt à s'équiper de véhicules en plus des autres ou en substitution des autres quand on est dans des ménages à 2, 3, 4 véhicules? Enfin, un troisième élément politique, c'est est-ce que si j'aide les ménages à faire tous ces efforts-là, est-ce que ça se verra? Et donc, est-ce que je serai un maire vu comme ayant, enfin, maire ou président d'intercommunalité, ou ce que vous voulez, comme ayant eu un vrai impact sur la vie de ma ville et la perception par les habitants? Bon, c'est des questions qu'on s'est posées sur l'Île-de-France, avec, en gros, comme hypothèse, je vous donne le cadre de base de l'hypothèse, c'est qu'on avait des petits véhicules qui étaient en gros, qui permettaient de faire jusqu'à 30 km par jour. Ce n'était pas une question d'autonomie des batteries, mais quand vous êtes sur 2 roues, c'est moins confortable que quand vous êtes sur 4 roues avec la radio et tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Et la réponse, elle est nuancée. Je vais y aller très, très vite. Elle est nuancée, c'est-à-dire que, en gros, dans le contexte actuel, économique, enfin, dans une logique d'intérêt, oui, il y a à peu près un peu plus de la moitié des citoyens qui peuvent être concernés, c'est beaucoup. Mais comme c'est ceux qui se déplacent sur les distances les plus courtes, ça ne fait que, en gros, 1/4 à 1/3 des circulations automobiles. Et donc après, la question qui va se poser à un élu, d'abord, je suis passé vite, mais il faut aller vite maintenant. Il y a évidemment la question de la sécurisation de ces usages. Hein. On ne peut pas faire la promotion des 2 roues comme ça en oubliant qu'il y a quand même plus de morts chez eux que sur les 4 roues. Hein. Donc il y a cette question de sécurisation des usages. Et il y a, au bout du compte, la question de la visibilité de l'action. C'est est-ce que plein de gens se déplaçant dans des véhicules plus petits et n'ayant pas d'impact environnemental, ni en termes de bruit, ni en termes de pollution, ils sont électriques, ils vont pas trop vite, ils effrayent pas les petites vieilles qui traversent sur les trottoirs, enfin bon, etc., etc. C'est des véhicules vertueux, mais quel est le poids qu'ils peuvent occuper? Bon, la réponse en Île-de-France, c'est à peu près 1/4 des circulations. Après, la réponse de l'élu,
c'est de se demander si, quand on laisse 3/4 des circulations automobiles, les gens estiment que ça se voit ou que ça ne se voit pas. Et bon. Alors l'autre direction, elle est beaucoup plus connue, c'est la question de la mobilité partagée avec, je dirais, là, un nouvel imaginaire technophile. Je vous ai représenté les visages de quelques rois de... Bon, quelqu'un de la Dépêche du Midi qui m'a appelé tout à l'heure, me demandait ce que je pensais du projet Hyperloop. C'est vous dire que Hyperloop, c'est des capsules qui se déplacent dans un tunnel sous vide à 500, 600, 1000 km/h. C'est en gros 3 fois la vitesse du TGV, mais c'est des petites capsules, ce qui pose évidemment un problème compliqué, ce qui pose des problèmes techniques qui, à mon avis, ne sont pas résolus pour longtemps, mais aussi des problèmes d'équilibre économique. C'est-à-dire que quand vous mettez peu de monde dans une capsule, mais qu'elle va à 500 km/h, il faut quand même que les deux capsules successives aient quelques distances entre elles pour que le système soit à peu près sécurisé. Bon. Mais en gros, vous avez cet imaginaire de la voiture autonome dont on sent bien que si elle se réalise un jour, ce sera plutôt des taxis, enfin ce ne sera pas la voiture ce ne sera pas votre voiture, ce sera une voiture de service, de transport en commun. Et puis tout ce qui tourne autour du covoiturage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Première chose, pour moi, oui, c'est bien une révolution culturelle. Pourquoi ? Parce que c'est le premier grand récit positif sur les véhicules individuels depuis longtemps qu'on a des postures anti-automobiles. Est-ce que c'est une révolution culturelle pour les pratiquants ? Oui, l'automobile, le véhicule particulier n'est plus un chez-soi. Il est ouvert aux autres. Ce n'est plus le lieu de l'intime. Et par ailleurs, il peut devenir une source de revenus, de revenus additionnels, de rencontres, d'expériences. Et ça, tous les retours qu'on a de Blablacar, c'est chouette parce que j'ai connu des gens nouveaux, outre le fait que c'est moins cher que le train. Est-ce que c'est fondé sur une régression sociale et politique ? Oui, en partie. Uber ne demande pas beaucoup les permissions pour se développer. Ça, c'est au sens politique. Au sens social, vous connaissez l'actualité. Et en même temps, il y a un vrai débat sur, après tout, ce qui vaut mieux des gens qui ont un emploi mal payé que des chômeurs. Est-ce que c'est une révolution pour la mobilité ? Je dirais aujourd'hui, pas encore. Pas encore. Ce sont des pratiques qui sont encore majoritairement urbaines. Et quand je dis urbaines, c'est plutôt de centres urbains. Là, elles ne sont pas métropolitaines, en tout cas. Ce sont des pratiques majoritairement portées par les jeunes générations, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça peut se développer à l'avenir. Mais le fait est qu'aujourd'hui, elle ne représente que quelques pourcents des dépenses pour l'automobile privée. Est-ce que c'est le paradis, le nouvel horizon là, vous voyez qu'il y a des points de vue très très différents. Il y a, sur la gauche, là, ce que vous ne pouvez pas lire, c'est un transparent de Loite qui explique que on prétend son logement 2 jours par semaine en accompagnant des personnes âgées faire leurs courses et en faisant quelques covoiturages, vous pouvez gagner à peu près autant que si vous étiez un vrai salarié, entre guillemets. Bon, peut-être. Vous savez, la position prise au Conseil économique, social et environnemental par les entreprises de transport public qui disent oui, on est prêt à collaborer, ne serait-ce que pour, en gros, alimenter nos terminaux. La logique du dernier kilomètre, comme on dit maintenant. Vous avez les indignés qui disent on nous dit de partager, c'est parce que on n'a plus besoin de nous, donc il faut partager ou mourir. Puis vous avez cette réaction qui a été bien connue du président de Publicis, qui a parlé de l'ubérisation du monde,
et avec cet article sur l'invasion des barbares. Donc vous voyez que c'est quand même pas, ça se fait pas dans la, ça se fait pas nécessairement sans douleur, hein, ce genre de choses. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que moi je le vois chez des jeunes parisiens. En gros, ils sont de gauche, ils trouvent ça pas bien et ils pratiquent massivement. Vous avez aujourd'hui, si vous voulez, les taux de pratiquants de ces mobilités alternatives sont 5, 6, 7 fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Et donc, ce sont des pratiques qui se diffusent, qui s'installent, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce que, bon, ces jeunes, une fois qu'ils seront installés, eux aussi, avec une famille, des gamins, je ne sais pas s'ils continueront à avoir pile poil les mêmes comportements. Mais indiscutablement, ce sont des pratiques aussi qui s'installent dans les paysages urbains. Je dirais, Paris sans Vélib, c'est pas tout à fait Paris sur la Tour Eiffel, mais presque pour un étranger. Donc oui, ça existe. Ces gens-là ont la confiance des marchés. Ils lèvent des sommes folles. Uber réussit à lever des milliards tous les ans en ayant des milliards de pertes tous les ans. Donc ça fait partie des mystères de l'économie moderne. Mais ce qu'il faut quand même bien constater, c'est que rien de tout cela ne se passe hors des cœurs urbains. Si je laisse de côté un peu Blablacar, qui est un peu le cas spécifique. Mais là, on peut se dire, oui, on a une vraie fracture territoriale. On a des entreprises qui s'installent là où il y a des gros marchés potentiels, beaucoup plus que là où il y a des gros besoins potentiels. D'accord. Bon, tout ça, c'est, pour vous dire rapidement, c'est en phase avec les attentes, les codes, les outils des jeunes d'aujourd'hui, pour parler des millennials. Alors, est-ce que tout ça a du potentiel ? Alors là, je vais d'une part sur la longue distance. Donc c'est le modèle Blablacar et Autocar Macron. Grosso modo, ce schéma, il vous donne la répartition des déplacements à longue distance entre le train, la voiture au sens classique du terme, et puis les alternatives autocar, covoiturage, avion. Là, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Oui, les alternatives ont un potentiel important. Et elles ont commencé à déstabiliser la SNCF, ne serait-ce qu'elle ne peut plus augmenter ses tarifs comme elle le souhaitait. Dans les villes, qu'est-ce qui se passe ? Dans les villes, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, en gros, si on se disait par la pensée, les gens n'ont plus de voiture, eh bien, en gros, la mobilité urbaine que peuvent assurer ces systèmes alternatifs, elle est tout à fait possible et dans à peu près les mêmes conditions de qualité de service pour l'usager que celles qu'on a avec une voiture de base. Le travail qui a été fait à Lisbonne, c'est de dire on peut, en gros, déplacer les gens avec des... Comment dire ? C'est des minibus, hein, des gros taxis ou des petits bus à la demande, hein, avec le portable et tout. Et on peut diviser considérablement le nombre de véhicules nécessaires. Ça marche. Ça peut marcher. Mais évidemment, ça marche si on considère que tout le monde a perdu ses clés de voiture. Parce que les effets masse sont nécessaires. D'où ma conclusion, c'est que on a des alternatives nombreuses, et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça nous détend sur les contraintes de l'avenir. Mais ne nous étonnons pas qu'elle peine à sortir de la marginalité. Tant que les transports publics seront fortement aidés, je prends simplement l'exemple de la comparaison États-Unis-France sur le covoiturage. S'il y a plus de covoiturage aux États-Unis, c'est pas que les Américains aiment moins les voitures, c'est qu'ils ont moins de transports publics. Et des transports publics chers. Donc, quand il n'y a pas de transport public, le covoiturage est plus facilement réalisable.
et que le coût généralisé en temps plus argent de la voiture ne sera pas significativement augmenté. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il nous faut 8 minutes au SMIC pour se payer un litre d'essence. C'était 30 minutes en 1960. Donc que la voiture soit développée, c'est pas aberrant. Alors, dernier point, c'est le dernier. Nos politiques urbaines, pour faire baisser la pression automobile sur la ville, ont beaucoup eu tendance à réduire l'espace dévolu à la circulation plutôt que d'augmenter le coût d'usage de la voiture. Et c'est un peu normal dans un pays où l'égalité fait partie des valeurs fondamentales, etc. Il faut voir jusqu'où ça va, mais il y a vraiment un risque à terme que les alternatives soient elles aussi pénalisées. C'est-à-dire que quand vous réduisez l'espace de circulation, bien sûr les voitures vont moins vite, mais les taxis aussi, les bus aussi. Même quand vous leur donnez des sites propres, il y a un moment où ça devient compliqué. Et donc là, je vous ai mis cette phrase d'un type de la London School of Economics qui nous dit « Londres est en passe de prouver qu'on peut avoir une congestion importante alors qu'il n'y a plus de voitures. » Et ça, c'est à peu près vrai du centre de Londres. Et donc, la solution vers laquelle, me semble-t-il, il faudrait aller, parce que c'est quand même utile d'avoir une mobilité, bon, je ne détaille pas, mais par exemple, la rapidité des secours et de l'envoi vers un hôpital de quelqu'un qui fait une crise cardiaque, c'est important dans le pronostic de survie. Et donc, il y a bien un moment quand même où on a besoin de mobilité rapide et compagnie, et donc d'avoir une approche qui sélectionne les usages plutôt qu'une approche qui les réduit tous. Et voilà. Juste, on a finalement peu de temps pour le débat. Enfin, je pense qu'il fallait laisser Jean-Pierre dérouler le propos jusqu'au bout. L'idée étant d'alimenter aussi les discussions à venir. Je propose là de prendre, il nous reste 10 minutes, de prendre vraiment 2 ou 3 questions, ou observations, ou réactions, et de demander à Jean-Pierre de ramasser au fond sur un dernier propos, suite à ces 2 ou 3 réactions. Je serais désolée de devoir couper éventuellement la parole en fonction du temps. Bonsoir, Guillaume Crouot. Donc j'avais des réactions par rapport à votre présentation, et puis des prospectives aussi. J'aurais voulu savoir, quand vous parlez de mobilité, quel est le point le plus important entre le temps de trajet ou la distance parcourue? C'est quoi qui définit réellement la mobilité de maintenant? Est-ce que c'est le maximum de kilomètres parcourus, ou est-ce que c'est le temps de trajet que je vais passer dans la journée? J'avais vu deux points contradictoires, à mon avis, enfin, de ce que j'ai compris. Vous disiez, en fait, on s'en fiche d'économiser du temps, le principal c'est d'être bien. Et juste après, vous disiez, on est prêt à payer plus pour passer moins de temps dans les transports. Donc si vous pouviez avoir fait une petite explication de ça. Vous disiez, qu'est-ce que serait la campagne sans la voiture? Faisons 200 ans avant, quand la France était rurale, elle savait très bien vivre sans voiture, bien entendu, vu qu'elle n'existait pas, et surtout que la France était rurale il y a 200 ans. Donc je pense que l'exode rural, enfin la voiture a amené l'exode rural, et pas le contraire. Vous disiez le coût de la voiture au niveau du coût public, il est de 0. Alors non, le coût de la voirie, les autoroutes, le doublement ou le triplement de la rocade à Toulouse, il a un coût non négligeable. Toulouse Métropole va dépenser 70 millions d'euros pour faire 1,4 km
qui s'appelle la jonction Est, ça a un coût. Donc dire que le coût public pour la voiture, il est nul, là je pense qu'on s'égare un petit peu. Et après, je pense que, enfin là c'est la prospective personnelle, le véhicule autonome, pour moi, ça sera la révolution de demain. C'est-à-dire que là, on va, comme vous disiez, la voiture individuelle va disparaître. Le besoin d'avoir un véhicule individuel va disparaître et on va libérer de l'espace public. C'est-à-dire que tous les stationnements aériens, pour moi, enfin, si la voiture autonome peut arriver, il n'y a plus besoin de stationnement. On libère de l'espace pour les piétons et pour les cyclistes. Et Deux Pieds de Roue, parce que je fais partie de l'association Deux Pieds de Roue, fait une proposition dans le cadre du PDU. Alors on n'appelle pas ça le péage urbain, on appelle ça la contribution routière urbaine. C'est considérer la rue au même titre que le bus ou le métro comme un espace de mobilité et pour lequel l'usager doit payer. Oui, bonjour. Donc, je me présente juste rapidement parce que je suis statisticien, je suis chercheur dans le domaine des transports avec une spécialité sur les systèmes de transport intelligents, et notamment la voiture autonome. Et je suis très content que vous n'ayez pas beaucoup parlé de la voiture autonome, même si vous l'avez noté dans les ruptures, parce que justement, vous avez cité la calèche à cheval et expliqué que la voiture, c'était une calèche sans cheval, mais qu'en gros, on n'avait pas résolu beaucoup de problèmes. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille sur la voiture autonome, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, parce que pour moi, c'est pareil qu'une calèche à cheval, en gros. Ça veut dire que c'est un véhicule individuel qui va occuper la même place sur la route, et il va falloir la garer, et on va pas mettre moins de temps pour aller au travail. J'ai toujours pas compris quel problème résolvait ce véhicule, donc je suis pas du tout d'accord avec l'idée que la rupture se situe à ce niveau-là, à moins qu'elle soit partagée. C'est-à-dire qu'à moins qu'elle soit collective. Et qui permette effectivement de modifier les infrastructures. Voilà, une petite, juste rapidement, j'ai aussi beaucoup apprécié que vous parliez du Twizy, puisque c'est un véhicule. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Renault un petit peu sur le Twizy, enfin, de proposer et de travailler. Et c'est le ministère qui m'en a empêché. Ça veut dire que ces véhicules-là, que moi, en tant que chercheur fonctionnaire, je trouvais très bien, et je suis d'accord avec vous, nécessitaient un appui. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait au final? On a considéré que Renault devait se débrouiller tout seul et financer lui-même. Et l'idée du Twizy, le problème du Twizy, c'est que c'est un quadricycle qui ne peut pas rouler sur les autoroutes et sur les voies express. Dans des villes comme Paris, c'est très bloquant. Donc du coup, il a été tué dans l'œuf et son développement. Et Renault voulait demander une autorisation pour le mettre sur les routes. Et pour ça, il voulait faire une étude. Donc j'avais proposé de me charger. On me l'a interdit en me disant c'est à Renault de se débrouiller. Conclusion, ça n'a pas été fait. Par contre, on a préféré investir des milliards avec le grand emprunt de Sarkozy dans des instituts publics-privés gérés par des partenaires privés, évidemment, pour fabriquer le véhicule autonome qui, comme je viens de l'expliquer, ne change rien à la donne. Voilà, c'était mes commentaires. Merci pour la belle conférence, qui était très intéressante. Moi, je représente la société Relais d'entreprise qui favorise plutôt la non-mobilité et pour éviter ces systèmes pendulaires domicile-travail. Donc j'ai bien noté qu'au-delà de 20 km de son lieu de travail, il valait mieux rester au plus proche et donc investir des bureaux, des espaces de coworking qui me semblent être intéressants pour repeupler aussi les campagnes et redispatcher un peu de la population en dehors des grandes métropoles afin de pouvoir revivifier aussi les territoires et puis gagner en santé et faire des économies aussi sur le coût de la voiture, le coût du transport, puisque ça incombe aussi à l'entreprise. Merci. Oui, très rapidement, temps ou distance, ça dépend évidemment de ce qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par l'occupation de la voirie, les émissions de CO2 ou des choses comme ça, c'est évident que 50 km, ça fait plus de CO2 que 10. En revanche, quand je parle de valeur du temps, ce que je veux simplement dire, c'est que historiquement, dans le temps qui se déroule, dans la longue période, on s'adapte à temps constant aux vitesses des systèmes de transport, et qu'au quotidien, quand il s'agit de savoir si je vais pouvoir récupérer ma gamine à la crèche,
dans un quart d'heure, on a une valeur du temps qui est importante et qui joue un rôle plus important dans les choix de moyens de déplacement que le coût en termes monétaires. Bon, vous me dites que la France a été rurale sans voiture, ça ne m'avait pas échappé, mais disons que le mode de vie des ruraux d'hier est peut-être pas le même que celui des ruraux d'aujourd'hui, et ils avaient beaucoup plus de vie sociale possible à l'époque. Bon, coût de la voiture, coût public de la voiture égal à zéro, bon, ça, je dirais, c'est une erreur de ma part. C'est non pas que le coût public est égal à zéro, il y a bien des coûts d'investissement, d'entretien, etc., des routes, mais ils sont très très largement couverts par les taxes sur les carburants. Donc c'est ce bilan-là que j'ai mis et non pas le fait que les routes seraient comme ça gratuites. Bon. Alors sur sur le coworking, moi je suis complètement d'accord avec vous. Hein. C'est peut-être pas en rural que ça se fera, mais sur des nœuds de transport, des choses comme ça, mais ça serait bien que ça puisse se faire, et y compris pas sur une base religieuse, c'est-à-dire pas, on va pas dire aux gens 5 jours par semaine, t'iras là, mais si juste le jour où il en a besoin, ou les 2 jours, ou etc., etc. Bon, oui, c'est de la souplesse, et tout ce qui donne de la souplesse, moi je suis content. Bon, voilà. Voiture autonome, oui, moi, alors personnellement, je partage entièrement, à 100%, votre scepticisme. Donc, moi je suis, en gros, pour dire les choses simplement, j'y crois pas. Bon. Maintenant, on est bien obligé d'y croire, puisqu'il y a des milliards, comme vous l'avez dit, qui sont dépensés là-dessus. Et moi, le point que je voudrais et qui pourrait réconcilier un certain nombre de personnes dans cette salle, moi, le point qui me paraît le plus important avec la voiture autonome, qui sera évidemment au départ une voiture partagée, hein, c'est des navettes de transport public, des choses comme ça. Hein. Mais le point qui me paraît le plus important, c'est le suivant, c'est de se dire, la voiture autonome, c'est quand même vachement bien, parce que comme on nous promet que décidément elle n'écrasera personne, les piétons et les cyclistes vont enfin pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, je crois que, si on tient un raisonnement comme ça, on voit quand même la masse de choses à résoudre avant d'imaginer que tout ça va circuler ou comme ça dans nos villes, arriver, débarquer, tout se passe bien et tout le monde est content. La voiture autonome, dans un premier temps, enfin, en tout cas, si on imagine un avenir où il n'y a plus de voitures pas autonomes, c'est-à-dire de gens qui regardent des piétons qui sont juste devant un passage clouté et qui évaluent si vraiment il a envie de se suicider ou pas, la voiture autonome, ça sera quelque chose de lent, de plus lent que la voiture, parce qu'elle n'aura pas la possibilité de négocier son passage psychologiquement. Alors, après, non, l'intérêt de la lenteur, moi je ne vous rejoindrai pas sur ce plan-là, parce que quand même, si on est dans des métropoles et des métropoles étendues, on ne peut pas passer sa vie à rester chez soi. Ou autrement, il vaut mieux être dans le milieu rural. Si vous avez pu venir ici, vous embêter pendant 2 heures à m'écouter, mais peut-être vous embêter pendant une demi-heure avant et une demi-heure après à venir ici, c'est parce qu'il y a des systèmes de transport. Voilà. Non, on ne peut pas dire la mobilité n'a pas d'utilité. Ça, c'est faux, archi faux. Voilà. Non, mais si vous baissez la vitesse, ça veut dire que, en gros, vous privez de l'accès à Toulouse des gens qui sont à 30 km. Voilà, c'est tout. Donc vous avez un comportement de bobo. Je ne suis pas du tout contre une ville à 30 km/h dès lors que les fonctions sont redistribuées. Je pense qu'effectivement, baisser les vitesses urbaines aujourd'hui a de l'intérêt, et l'intérêt fondamental, c'est de retrouver des fonctions de proximité là où elles ont été trop négligées.
mais je n'interdirai à personne l'accès au centre hospitalier régional. Écoutez, je pense qu'on ne réglera pas ici ce débat-là dont on connaît les termes et qui se poursuivra. J'espère en tout cas que ce qu'a apporté Jean-Pierre Orfeuille nourrira la réflexion de chacun et de chacune, en décalant aussi la manière dont on aborde ces questions, parce qu'il y a quand même un certain nombre de faits qui ont été rappelés aussi, qui peuvent permettre de poser les questions un peu autrement. Alors, je vous invite d'abord, on le remercie évidemment à nouveau, je vous invite... Merci à vous. Alors, par ailleurs, à prendre les travaux du CODEV qui sont sur la table à la sortie de cet amphithéâtre. Vous dire que sur les mobilités, le CODEV, d'ici quelques mois, publiera un de ces petits livrets d'une autre couleur que les couleurs des livrets sur la table. Et vous dire que si vous voulez être tenu informé des prochaines conférences et des activités du CODEV, laissez-nous vos coordonnées sur les fiches qui sont sur la table. Et si vous voulez un peu plus, c'est-à-dire éventuellement vous associer à nos travaux et venir réfléchir avec nous, eh bien n'hésitez pas, signalez-le. Le CODEV est un lieu ouvert qui réfléchit et qui recevra et accueillera tout contributeur ou toute contributrice. Voilà, je vous remercie et il y aura une prochaine conférence ici à une date pour le moment qui n'est pas vraiment connue, sur un sujet qui ne l'est pas davantage, mais vous serez probablement informé de la date, de l'objet de la conférence quand elle sera fixée. Merci à vous et bonne soirée. Merci.